Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et non, cette fois nous ne parlerons pas d'arthropodes. La suite de nos amis à exosquelettes arrive bientôt, mais cette fois nous allons parler d'un nouvel embranchement qui n'est autre que le deuxième plus diversifié chez les animaux. Bon, pour être clair, dès le début, je vais tâcher de faire beaucoup plus court avec les mollusques qu'avec les arthropodes, sur lesquels je me suis lancé dans une série de plus de 15 vidéos. Cette fois, je vais essayer de coffrer les mollusques en seulement 3 vidéos, donc forcément on ira un peu moins dans le détail, mais on va déblatérer quand même pas mal. Avant de commencer, voici un tout petit rappel pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. La classification a pour objectif d'étudier l'histoire évolutive des êtres vivants et d'établir des liens de parenté entre les différentes espèces, pour savoir entre autres quelle espèce est la plus proche de quelle espèce. Maintenant, on représente souvent cette classification avec un arbre phylogénétique. C'est un peu comme un arbre généalogique, mais étalé sur des millions d'années d'évolution. L'unité de base de cette classification, c'est l'espèce. Mais il existe plusieurs niveaux de classification, qu'on appelle des clades, dont les plus importants sont le genre, la famille, l'ordre, la classe, l'embranchement et enfin le règne. Dans le cas présent, on va s'intéresser à la totalité de l'embranchement des mollusques. Au même titre que les arthropodes, les mollusques sont des protostomiens, c'est-à-dire qu'ils possèdent un système nerveux ventral et que leur bouche se forme avant l'anus au cours de l'embryogenèse. En opposition à leurs groupes frères, les deutérostomiens, qui ont un système nerveux en position dorsale et dont l'anus se forme en premier au cours de l'embryogenèse. Nous, humains, et tous les vertébrés appartenons à ce clade des deutérostomiens. Une fois qu'on est dans les protostomiens, l'embranchement des mollusques se place dans le clade des lophotrochozoaires, un nom barbare signifiant qu'ils ont un stade de leur vie sous forme d'une larve trochophore qui possède des rangées de cils autour de son axe. L'embranchement des mollusques rassemble plus de 100 000 espèces, à plus ou moins 40 000 près, car oui, c'est le gros bordel à ce niveau-là, et même les différentes sources fiables n'indiquent pas toujours le même nombre, mais tout ça pour dire que dans tous les cas, beaucoup d'espèces sont encore à découvrir. C'est donc le deuxième embranchement le plus diversifié derrière les arthropodes, et surtout le registre fossile est considérable car la coquille calcaire, formidable trait évolutif des mollusques, est parfaite pour garder des traces des organismes passés, dont les plus anciennes remontent à plus de 600 millions d'années. En effet, c'est un groupe très ancien qui s'est diversifié très vite à l'échelle des temps géologiques, puisque dès l'Ordovicien moyen, il y a 460 millions d'années, toutes les classes de mollusques sont présentes. Et pour le coup, chez les mollusques, la variabilité de taille est encore plus grande que chez les arthropodes, allant du plancton aux géants abyssaux dont nous parlerons le moment venu. Les mollusques présentent également une très grande diversité de formes, de couleurs et de comportements, ce qui nécessite avant toute chose de répondre simplement à la question « c'est quoi un mollusque ?» A la différence de leurs confrères arthropodes, les mollusques n'ont pas un corps métamérisé, il y a donc une absence de segmentation. Ils possèdent en revanche un tégument spécialisé, qu'on appelle le manteau, et c'est ce manteau qui sécrète des formations calcaires vous permettant de récupérer de jolis coquillages sur la plage. Cette coquille grandit continuellement, proportionnellement à l'animal, pendant toute sa durée de vie. Sa constitution chimique, principalement du carbonate de calcium, permet sa conservation longtemps après la mort du mollusque, permettant de faire des super collections. La plupart possèdent une structure buccale appelée la radula, dont je reparlerai tout à l'heure. De plus, les mollusques possèdent un pied souvent musculeux, qui peut avoir différentes formes en fonction des groupes taxonomiques. Par exemple, il est transformé en sol de reptation chez les gastéropodes, ou en bras chez les céphalopodes. Les mollusques habitent les milieux aquatiques, et majoritairement marins, mais ils ont tout de même réussi à conquérir le milieu terrestre, grâce aux limaces et aux escargots. L'étude des mollusques se nomme la malacologie, puisqu'en grec malakia signifie mou. Et oui, les mollusques ont un corps mou, les rendant vulnérables, d'où l'apparition de la coquille au cours de leur évolution. Mais on va le voir, tous n'ont pas conservé cette structure à travers les âges. Au total, on compte 8 classes actuelles de mollusques. Il y en a surtout 3 connues du grand public, et les 5 autres, elles sont un peu méconnues.
On va fonctionner différemment que pour les arthropodes, puisque dans un premier temps je vous parlerai uniquement des mollusques actuels, et je vous parlerai des groupes emblématiques éteints dans la dernière vidéo. Les relations entre les classes de mollusques sont complexes et quelque peu litigieuses. Bien que les études moléculaires aient permis d'en résoudre certaines, il subsiste plusieurs théories concurrentes sur les relations évolutives des différents groupes au sein des mollusques. C'est pourquoi je ne le développerai pas ici. On a quand même un consensus selon lequel 3 classes ont divergé plus tôt des autres et sont donc considérées comme plus basales dans l'arbre, et j'en parlerai en premier. Mais pour la suite, je vais simplement suivre cet ordre-là, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Si on suit l'arbre phylogénétique, le groupe actuel de mollusques le plus basal est celui des solénogastres. Et non, ce n'est pas un nom de Pokémon, ce sont bien des mollusques, uniquement marins, à l'aspect vermiforme, qu'on retrouve dans toutes les mers du monde. On en recense plus de 350 espèces, toutes benthiques, qui vivent sur leur proie dont ils broutent les tissus, comme par exemple des cnidaires sessiles, donc c'est-à-dire des anémones ou des coraux, ou encore des bryozoaires. Contrairement à la plupart des mollusques dont nous parlerons tout à l'heure, les solénogastres ne possèdent pas de véritables coquilles et ont à la place des spicules calcaires, pouvant avoir différentes positions et leur procurant ainsi une défense appréciable. Mais attention, vous ne les verrez pas facilement à l'œil nu, ça leur donne simplement un aspect brillant ou poilu. Le caractère très particulier des solénogastres, c'est leur sillon ventral, avec un pied court, sur lequel on retrouve des glandes produisant du mucus, permettant à l'animal de ramper facilement. Le nom du groupe vient de là, puisque solénogastre signifie ventre sillonné. Niveau reproduction, ce sont des animaux hermaphrodites, et la fécondation est interne, ce qui n'est pas le cas chez un autre groupe méconnu, à l'aspect de ver également, avec la classe des codophovéates, qui sont dépourvus de sillon ventral et de pieds. On en recense un peu plus de 140 espèces, également dépourvues de coquilles, qui à la place possèdent là aussi des sortes d'écailles calcaires. On retrouve les codophovéates des milieux intertidaux jusqu'aux grands fonds marins, mais à la différence des solénogastres, ils vivent enfouis dans le sédiment. Fait notable, la partie postérieure du corps est transformée en cavité cloacale qui peut se refermer à l'aide d'un anneau musculeux. Les relations évolutives à l'intérieur du groupe sont encore débattues, mais bon, on va passer à la classe suivante car là aussi il n'y a pas trop d'infos notables sur ce groupe. Je vous présente les polyplacophores, communément appelés chitons, que j'ai pu observer d'ailleurs à plusieurs occasions lors de mes sorties nature. Leur morphologie est indiquée dans l'étymologie de leur nom, qui vient du grec. Poly égale plusieurs, placo égale plaque, phore égale portée, qui porte plusieurs plaques. Ces plaques calcaires sont au nombre de 8 et sont articulées autour d'une ceinture musculaire pour permettre une certaine souplesse aux chitons. Les polyplacophores sont tous marins et benthiques, on en retrouve souvent sur la zone littorale où ils vivent fermement attachés aux rochers et sont très difficiles à détacher. Ils se déplacent par reptation grâce à leurs pieds très développés. Particularité anatomique, ils possèdent un grand nombre de branchies, jusqu'à 88 paires selon les espèces, et au niveau de leur ceinture musculaire, ils peuvent sécréter des spicules calcaires, des écailles ou encore des soies. Ils possèdent également des structures visuelles photosensibles, leur permettant de capter s'il fait jour ou nuit, et certaines espèces ont en plus de véritables yeux, leur permettant peut-être de reconnaître des formes. Leur régime alimentaire est essentiellement herbivore, puisqu'ils broutent surtout des algues, mais ça peut aussi être des bryozoaires ou des éponges, ainsi que des biofilms de bactéries qu'ils raclent sur les surfaces dures à l'aide de leur radula bien développée. La radula, si ça peut vous aider, ça correspond à une espèce de langue avec de nombreuses rangées de dents permettant de racler les organismes. Ces dents sont enduites de magnétite, un biominéral ferreux qui les rend plus durs que l'acier. Au niveau de la taille, la plupart des espèces ne dépassent pas les 5-6 cm, mais on recense quand même des géants, tels que Cryptochiton stelliri, le plus grand polyplacophore connu à ce jour, pouvant atteindre 36 cm de long pour un poids de 2 kg. On le retrouve sur les côtes du Pacifique Nord, de la Californie jusqu'au Japon. Enfin, on va parler d'un groupe un peu plus diversifié que les précédents. J'ai nommé les bivalves, qui comptent environ 12 000 espèces actuelles. Ceux-là, je les connais plutôt bien puisque je travaille au quotidien avec eux pour mes recherches. C'est également ceux-là dont vous ramassez les vestiges en haut des plages, quand vous faites un concours du plus beau coquillage. Tu me remets combien? Ça c'est 8? En fait, sur la forme 7, et sur 6. la couleur, j'ai des opinions différentes. Ah, je l'ai dit, la finale c'est les deux amandes. Ça va être elle et Ouais, elle. je pense, ouais. Je t'ai dit c'était les deux plus belles. Avec mention quand même. Pas très d'accord, quoi, j'adore ça. Ou que vous mangez vivant sans scrupule à Noël. Là aussi c'est facile, leur morphologie est donnée dans l'étymologie de leur nom, puisque les bivalves sont constitués de deux valves distinctes et plus ou moins symétriques, reliées l'une à l'autre par une charnière, permettant à l'animal de s'ouvrir ou de se refermer. Bivalve. Les premières traces de bivalves dans le registre fossile remontent au Cambrien. L'ornementation des valves est très variée, puisque la coquille peut être lisse, striée, tuberculée, épineuse, carénée. Par exemple, les palourdes présentent des stries concentriques, les pétoncles des espèces de radiales, et les huîtres des reliefs irréguliers. Ce sont des animaux exclusivement aquatiques, qu'on retrouve majoritairement en milieu marin, de l'estran jusqu'à plus de 10 000 mètres de fond. Mais il y en a aussi dans les eaux douces et saumâtres.
On a une diversité écologique assez vaste puisque certains sont fouisseurs et restent dans le sédiment, d'autres se fixent sur des rochers ou des substrats durs, mais dans tous les cas ils sont plutôt sédentaires. Cela ne les empêche pas pour autant de se déplacer, par exemple pour échapper aux prédateurs, comme c'est le cas chez les pecténidés qui peuvent nager en claquant leur valve en avant. D'ailleurs, petit aparté, cela me permet de répondre à une question primordiale. Oui, certains bivalves ont des yeux malgré l'absence d'une tête différenciée. C'est le cas des coquilles Saint-Jacques qui ont plusieurs rangées de petits yeux entre les deux valves. Les espèces fouisseuses vivent dans le sédiment et s'enterrent grâce à un organe musculeux, le pied, qui en passant entre les deux moitiés du manteau s'enfonce dans le sable. Les muscles rétracteurs permettent ensuite aux bivalves de s'enfoncer derrière le pied. Par exemple, les couteaux peuvent s'enfoncer dans le sable à une grande vitesse pour échapper aux prédateurs. L'espèce Silica patula, posée sur la surface de la plage, peut s'enfuir complètement en 7 secondes top chrono. Le pied est moins développé chez les espèces qui vivent en eau libre, comme les huîtres ou les moules. Mais chez ces dernières, par exemple, on va retrouver à la base du pied la glande byssogène, qui sécrète ce qu'on appelle le byssus. Ce sont des filaments élastiques permettant à l'animal de se fixer sur tout type de structure immergée. Quant à elles, beaucoup d'espèces d'huîtres vont carrément se souder aux rochers. On a même des espèces d'eau douce de la famille des Sphaeridés qui peuvent grimper le long des plantes aquatiques, grâce à leurs longs pieds flexibles. Sphaerium corneum grimpe en haut des élodées situés au bord des lacs et des étangs. L'animal peut ainsi trouver la meilleure position pour filtrer l'eau. Car oui, on l'a pas encore dit, mais les bivalves se nourrissent principalement en filtrant l'eau, de laquelle ils retirent du phytoplancton, correspondant à des micro-organismes photosynthétiques. Les bivalves n'ont donc pas de radula pour râper les surfaces comme les espèces précédentes, mais ils vont utiliser à la place leurs branchies, qui bien sûr vont servir à respirer, mais donc également à s'alimenter. On a donc un double rôle des branchies. Reprenons l'exemple de la moule, qui je le rappelle est un bivalve non fouisseur. L'eau de mer rentre par une ouverture ventrale et ressort par la boutonnière postérieure. La circulation de l'eau est assurée par le battement de milliers de cils permettant les échanges respiratoires. Cela amène également le phytoplancton présent dans l'eau à l'intérieur du corps de l'animal. Ces particules alimentaires vont être amenées au sommet des branchies par les battements ciliaires jusqu'à la bouche où elles vont être triées par ce qu'on appelle des palpes labiaux avant d'être ingérées et de continuer leur route dans le système digestif. Chez les espèces fouisseuses, on note la présence de deux siphons rétractables allongés, pouvant atteindre la surface du fond marin pour la respiration et l'alimentation. Il y a un siphon pour inhaler l'eau et l'autre pour l'exhaler. Plus l'espèce vit profondément dans le sédiment et plus son siphon sera long, comme c'est le cas chez la mie, Mia arenaria. D'autres espèces plus basales dans l'arbre phylogénétique raclent les détritus du fond marin à l'aide de tentacules couverts de mucus situés sur le bord de la bouche. Les bivalves vivent également dans les abysses, regroupés autour des cheminées hydrothermales. Forcément à cette profondeur, pas de lumière, donc pas de photosynthèse, donc pas de phytoplancton, et pour s'alimenter, ces bivalves disposent de bactéries chémosymbiotiques dans leurs branchies, qui oxydent l'hydrogène sulfuré. Ils n'ont plus qu'à absorber les substances nutritives synthétisées par ces bactéries. Niveau reproduction, on a majoritairement du gonochorisme chez les bivalves, c'est quand les sexes sont séparés, mais il y a aussi des cas d'hermaphrodisme successif, comme c'est le cas chez l'huître par exemple. La reproduction est externe puisque les mâles et les femelles libèrent leurs gamètes dans la colonne d'eau. Après fécondation, on a la formation d'une larve trochophore qui va passer par plusieurs stades larvaires dont je vous passe les détails, mais ils sont tous pélagiques à la différence des adultes. C'est à ce stade de vie que l'espèce va pouvoir se disperser et étendre son aire de répartition. Après plusieurs jours aérés dans l'eau, la larve va se poser sur le fond ou un substrat et se métamorphoser en jaune, ce qu'on appelle naissant chez les huîtres. Les larves se nourrissent soit par elles-mêmes ou puisent dans les réserves de Vitellus en fonction de l'espèce et de l'environnement. Bon, niveau classification, c'est un beau bordel, car les clades changent souvent de position taxonomique entre sous-classe, infraclasse, superordre, et au cours des 2 derniers siècles, aucun véritable consensus n'a été obtenu concernant la phylogénie des bivalves, et plusieurs classifications ont été développées. Donc ici, je fais le choix de ne pas rentrer dans les détails de ce joli foutoir, et je ne vais pas énumérer toutes les familles de bivalves. Donc pour faire le tour de ce groupe, je vais partir en total freestyle et vous présenter un petit peu de tout en fonction de ma volonté. Pour commencer, sachez tout de même qu'on a une très grande variété de tailles. Pour ceux qui pensent qu'une coquille Saint-Jacques c'est un gros coquillage, voici le bénitier géant, Tridacna gigas, qui atteint les 2 mètres de long pour 250 kg. Les bénitiers forment la sous-famille des Tridacnidés, qui sont tous assez balèzes, mais malheureusement en danger à cause du braconnage fournissant les marchés de collectionneurs. Les bénitiers vivent dans les eaux indo-pacifiques, qui sont pauvres en ressources nutritives. Ils tirent donc un complément de nourriture grâce à une symbiose avec ce qu'on appelle des zooxanthelles, ce sont des microalgues, qu'ils hébergent dans leur manteau de la même manière que les coraux et les anémones. La plus petite espèce de bivalve est quant à elle Condylonucula maya, un nusulidé de 500 micromètres de long, ce qui fait 0,5 mm, vraiment minuscule. Une des familles les plus diversifiées est celle des Vénéridés, dont les représentants les plus connus sont les palourdes ou les praires.
Et en eau douce, on a nettement moins d'espèces, mais ce sont les Unionidés qui dominent le game. Pas mal d'espèces d'eau douce sont célèbres pour leur nature invasive, comme c'est le cas pour la corbicule asiatique, Corbicula fluminea, qui est très répandue par chez nous. Même cas de figure pour la moule zébrée, Dreissena polymorpha, qui est originaire du sud de la Russie et a été introduite accidentellement dans les cours d'eau d'Amérique du Nord et d'Europe. Également de la famille des Dreissenidés, en voici une autre que je connais très bien car je l'ai pas mal étudiée celle-là. La toute petite Mytilopsis leucophaeata, une moule d'eau saumâtre originaire du golfe du Mexique et qu'on retrouve en Normandie et dans certains ports d'Europe. On connaît énormément de fossiles de bivalves, un des genres les plus emblématiques est certainement Griffaea, ayant abondé au Jurassique, surnommé griffe du diable, ce qu'on peut comprendre par leurs aspects d'ongles tordus, témoignage d'une terre autrefois peuplée par les démons primordiaux en quête de la Dark Souls pour les gouverner tous. Ces fossiles, je les ai trouvés aux falaises des Vaches Noires, à Villers-sur-Mer, un site français connu des amateurs de paléo, qui est une véritable mine de la faune invertébrée de l'époque. Le plus grand bivalve éteint connu appartient à l'espèce Platyceramus platinus, dont les fossiles atteignent jusqu'à 3 mètres de long, rien que ça. Bien entendu, vous connaissez des bivalves, c'est parce que l'homme en consomme beaucoup, soit en allant les pêcher lui-même, soit en les achetant directement chez le poissonnier. L'élevage de certaines espèces est maîtrisé depuis des siècles, comme les moules et les huîtres avec la mytiliculture et l'ostréiculture. Voici quelques espèces qui font l'objet d'un élevage dans diverses parties du monde, et seulement quelques-unes car sinon la liste est longue. On a l'huître creuse, Crassostrea gigas, la moule commune, Mytilus edulis, la moule verte de Nouvelle-Zélande, Perna canalicula, la coquille Saint-Jacques, Pecten maximus, la palourde européenne, Rhoditapes decusatus, ou encore la coque, Cerastoderma edule. Attention tout de même car certains bivalves, en filtrant l'eau, peuvent manger des microalgues produisant des toxines. Les bivalves deviennent à leur tour impropres à la consommation et provoquent divers syndromes en fonction du groupe taxonomique de microalgues, à savoir les PSP, DSP, ASP, mais bon je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces aspects-là, mais sachez que ça arrive même sur nos côtes françaises. Les bivalves sont également très sujets aux épidémies et on a pu assister à la quasi-disparition de l'huître portugaise, Crassostrea angulata, à la fin des années 1960, à cause d'un iridovirus. C'était l'espèce majoritaire pour l'ostréiculture et elle a depuis été remplacée par l'huître creuse originaire du Japon. Les bivalves sont des organismes très étudiés en écotoxicologie. Je ferai une vidéo un jour pour parler de cette discipline qui s'intéresse à la pollution de l'environnement en utilisant des espèces dites bioindicatrices, mais pour expliquer brièvement, sachez que comme je l'ai dit tout à l'heure, les bivalves filtrent de grands volumes d'eau pour se nourrir, et ils sont donc très sujets à la concentration des contaminants de l'environnement dans leur organisme. On les qualifie alors d'espèces bioaccumulatrices. Cette particularité en fait des outils très utiles pour l'évaluation et le suivi des milieux. Par exemple aux États-Unis, le réseau SMW, State Muscle Watch, créé en 1977, a mesuré les métaux et les contaminants organiques dans les tissus de Mytilus californianus dans plus de 20 stations le long du littoral californien, chaque année jusqu'en 2010. Ce programme a fourni des preuves de diminution importante des concentrations de contaminants, ce qui est probablement le résultat d'une combinaison d'interdiction d'utilisation de produits chimiques, d'une réglementation accrue et d'une amélioration du traitement des eaux usées. Enfin bref, je m'égare. Revenons à nos bivalves. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails n'ayant pas la volonté de faire une vidéo de 2 heures pour une première approche sur les mollusques, mais voilà quelques particularités biologiques marquantes que je note au sein des bivalves. Le genre Anthovalva est endosymbiotique et on le trouve seulement dans l'œsophage des concombres de mer. Quand ce dernier aspire des sédiments, le bivalve fait passer l'eau à l'intérieur de ses branchies et en extrait les fines particules organiques. Pour éviter d'être emporté dans le tractus digestif, il est attaché à la gorge de son hôte par son byssus, mais cela ne met pas en danger l'échinoderme pour autant. La longévité des bivalves est très variable d'une espèce à l'autre, mais c'est dans ce groupe qu'on a le record de longévité pour un animal. Un spécimen de l'espèce Arctica islandica, pêché en 2006, a révélé que cet individu avait vécu 507 ans, et le bivalve en question a été nommé Ming, en référence à la dynastie qui régnait sur la Chine lorsqu'il est né. Les larves des moules d'eau douce de la famille des Unionidés ne peuvent pas se développer si elles ne se fixent pas à un poisson au début de leur croissance. La mère expulse directement les larves formées qui vont attendre le passage d'un poisson pour se fixer grâce à 2 petits crochets. Mais les larves du genre Lampsilis n'ont pas de crochets et ne peuvent donc pas se fixer d'elles-mêmes au poisson. Stratégie très impressionnante en réponse, le manteau de la femelle sort de la coquille et prend la forme d'un petit poisson, avec des marques et des yeux complétant l'imitation. Ce faux poisson, bougeant dans le courant, attire l'attention des vrais poissons, qui vont alors le prendre pour une proie ou un congénère, et à l'approche du poisson, la femelle relâche ses larves et le poisson est alors parasité. Les larves forment des kystes sur la peau du poisson et se nourrissent alors en digérant les tissus, puis quelques semaines plus tard, elles se laissent tomber dans le lit de la rivière pour se métamorphoser.
Enigmonia aenigmatica est une espèce marine qui peut être considérée comme amphibie, oui un bivalve amphibie, qui vit au-dessus de la ligne de marée haute dans la partie tropicale de l'océan Indo-Pacifique. On le retrouve sur la face inférieure des feuilles et des branches de la mangrove. Encore une super particularité au sein des bivalves, voici la famille des Theredinidae, qu'on appelle les tarés. Ce sont des bivalves au corps très allongé et vermiformes. L'anatomie des tarés révèle des organes typiques d'un mollusque bivalve, mais on note des particularités dimensionnelles et positionnelles en relation avec l'étroitesse et la longueur de l'espace occupé, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On les qualifie de térébrants, c'est-à-dire qu'ils percent, creusent et dégradent les bois immergés ou les rochers. Ils sont célèbres pour avoir posé de nombreux problèmes aux explorateurs en éclatant la coque des navires au cours des siècles. Ils se nourrissent du bois provenant du forage, du tunnel, ainsi que de plancton comme la plupart des bivalves. Cuphus polythalamia est un géant au sein des Theredinidae, avec son mètre de long pour 6 cm de diamètre. Ce qui est fou, c'est que cette espèce n'a pas d'intestin. Il se nourrit via des micro-organismes qui vivent en symbiose dans ses branchies et qui métabolisent le sulfure d'hydrogène pour produire des molécules organiques. Les Pholladidés sont une autre famille de bivalves qualifiés de térébrants qui utilisent leurs coquilles asymétriques et hérissées pour perforer le bois immergé ou creuser des loges dans la roche. Ils restent toute leur vie dans leurs petits trous et se nourrissent en filtrant le phytoplancton grâce à leur siphon. Une espèce que je trouve complètement dingue, c'est le Panope du Pacifique, Panopea generosa, qui est juste le plus gros bivalve fouisseur avec ses 20 cm et ses quasi 2 kg, ainsi que son siphon qui peut atteindre le mètre à lui seul. Niveau longévité, là aussi, c'est pas mal, puisque l'espèce peut atteindre environ 140 ans. Bon, je n'en ai pas encore parlé, mais les mollusques, et particulièrement les huîtres, mais pas seulement, sont connus pour la sécrétion de perles à l'intérieur de leur coquille. En fait, c'est un mécanisme de défense de l'animal en réponse à un corps étranger dans sa cavité paléale. Il sécrète des couches fines et régulières de nacre autour de l'objet étranger, et après plusieurs années, on a la formation d'une perle lisse. Ce sont les Japonais au début du XXe siècle qui découvrirent que l'on pouvait cultiver les perles en insérant un morceau de coquille à l'intérieur des huîtres. Attention à ne pas confondre les bivalves avec les brachiopodes, un autre embranchement d'animaux possédant également une coquille composée de 2 valves. Mais chez ces derniers, on distingue une face dorsale et ventrale et non un côté droit et gauche comme pour les bivalves. La ressemblance entre ces groupes résulte de leur mode de vie proche, on est dans un cas de convergence évolutive. Les brachiopodes sont aujourd'hui nettement moins courants que les bivalves, puisqu'on en recense environ 500 espèces, mais ce ne fut pas toujours le cas par le passé. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo sur les mollusques. J'attends vos retours pour savoir si ça vous plaît, si vous trouvez que c'est pas assez ou trop détaillé. Partagez la vidéo aux personnes qui vous disent que crustacés et mollusques c'est un peu la même chose. Envoyez-moi en photo votre plus beau coquillage pour que je puisse le noter sur 10. Et moi je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo qui arrive très prochainement. Tchou!